Salut tout le monde, bienvenue dans le Pitch, un podcast dans lequel nous discutons d'un objet culturel entre nous et avec vous. Waouh! Salut les copains du Pitch. Salut Nicolas, comment ça va? Ça va bien et vous? Ça va très bien. Incroyable, alors Nicolas, on parle de quoi aujourd'hui? Et aujourd'hui, on parle d'une série qui est disponible sur Netflix qui s'appelle Life in Color. Une mini-série documentaire de Exactement. David Attenborough. Oh putain, mais on a tous des accents de ouf aujourd'hui! Eh ouais, attention. En anglais Incroyable. surtout. Hein. Ou est-ce que le reste, ouais. le mandarin, on en a parlé la dernière fois, c'était pas ouf. Non, le français on maîtrise. On passe au pitch? Eh ben, je vous propose un petit pitch pour cette série. Alors en fait, c'est une phrase que j'ai honteusement piquée à David Attenborough. Nicolas, est-ce que tu as un petit pitch sur ça? Le mien il est pourri. Je lui vole une phrase parce que je trouve qu'en fait, dans la série elle-même, il décrit parfaitement de quoi il en retourne. Et donc, je vous cite le narrateur. Le monde naturel est plein de couleurs. Pour nous, ils sont une source de beauté, mais pour les animaux, ils sont un outil de survie. Et je trouve que c'est particulièrement vrai parce que on va parler évidemment d'animaux, de monde sauvage, de couleurs, mais on va pas parler forcément de l'émerveillement, à quel point c'est beau, à quel point c'est super pour nos yeux d'humains. On va surtout essayer de comprendre en quoi les couleurs sont vraiment utiles et nécessaires dans la vie des animaux pour survivre. Et moi, j'ai un petit pitch alternatif. Life in Color, c'est une série qui donnera raison pour la première fois au daltonien de la famille quand il dit Oh, regardez une grenouille rouge. Exactement. C'est vachement alternatif. Ok, c'est très alternatif. On est vraiment sur Sur de une autre l'alternative. planète. Exactement. Eh bien, peut-être qu'on peut parler un petit peu d'abord de la série. Quel est le contexte? Qui est David Attenborough? Qui est David Attenborough? Et je commence si vous voulez. Sir David Attenborough, puisque il a été anobli, cet homme, par la reine d'Angleterre en 1985. En 85, ouais. 1872. En 1985. On dit pas chevaliérisation. Ah non, c'est l'adoubement. Oui, non. Oh là 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 là. Aïe, aïe, aïe. Les chevaliers de la table ronde. Ici. C'est Kaamelott ici. Et donc, Sir David Attenborough, il cumule pas mal de casquettes. C'est un peu dur de le résumer. À la fois, il est scientifique, naturaliste, écrivain britannique. Il a 94 ans quand même. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il est vraiment la pêche. Ce qu'on voit là, elle est filmée sur place. complètement. C'est lui dans qui la incarne. jungle. C'est lui qui porte la série. Donc, c'est vraiment impressionnant. Un faux pas, il n'y avait plus de série. Ah bah complètement. Et il est aussi journaliste, il est documentariste, réalisateur et il est spécialisé du coup dans la vulgarisation des sciences naturelles depuis moult années, puisque il est devenu mondialement célèbre pour son documentaire qui s'appelle Life on Earth en 1979. Et du coup, il est connu pour ça parce qu'il y avait des séquences un peu cultes de lui. En fait, il se met en scène. Donc, il y a une séquence très connue où il est en train de faire des câlins avec des gorilles dans la jungle. C'est assez impressionnant. Donc voilà, c'est une manière de filmer un petit peu nouvelle qu'il a proposé. Et du coup, ça en fait une des personnalités quand même les préférées des Anglais aujourd'hui. Donc voilà. Et c'est l'un des seuls, entre guillemets, réalisateurs, auteurs ou incarnants à avoir remporté des BAFTA, donc c'est-à-dire des awards britanniques. C'est l'équivalent des Oscars britanniques, on va dire, à peu près, grossièrement, pour des programmes en noir et blanc, en couleur, en HD, en 3D et en 4K. Disons que c'est un homme qui a traversé les siècles. Les siècles et les étapes. C'est vrai qu'il a un sacré parcours aussi, parce qu'il a fait plein. Il a été directeur Des programmes, ouais. Ouais, des la programmes BBC, aussi, ouais. notamment. Ouais. Mm. Enfin, il a un sacré CV. Hein. Ouais, complètement. Et aujourd'hui, il est très engagé. Enfin, on le sent d'ailleurs dans la mini-série, on pourra peut-être en parler. Mais il est très engagé dans la lutte pour le climat et il dénonce depuis pas mal d'années les conséquences des activités humaines sur la biodiversité. Et d'ailleurs, il a rencontré Greta Thunberg. Greta. Et ouais, notre Greta, qui a pas 18 nationale ans du tout, maintenant. mais Qui a 18 ans, il me semble. ah, cette année. Il me semble, j'ai lu qu'elle avait 18 ans. Je me suis dit, c'est pas possible, elle avait 13 ans il y a 2 ans. Ah ouais, Incroyable. d'accord. En ok, tout cas, c'est dingue. le temps passe vite. En fait, elle est tellement mûre qu'elle grandit plus vite que les autres. C'est peut-être ça. Et donc, il l'a rencontrée en 2020 et en 2021. Et d'ailleurs, Greta dit avoir été sensibilisée à l'environnement, notamment grâce au documentaire de David Attenborough. Donc voilà. C'est beau. Et son autre fan célèbre à David, c'est Barack Obama, à qui il a accordé. Enfin, c'est Barack Obama qui discute la avec photo. lui et Barack lui dit à quel point il est fan de son travail et tout. Donc voilà. Donc, Et il pèse, David. Il pèse. Ouais. Et je confirme que Greta Thunberg a bien 18 ans, puisqu'elle est née en 2003. Eh ben, joyeux anniversaire, Greta. Joyeux anniversaire, Greta. Et j'ai l'impression d'être vieux maintenant. Voilà. Mais tu es vieux, quoi. On va continuer cet épisode. Tiens, une petite anecdote de contexte sur le show.
le documentaire, en fait, il en a eu l'idée à la base dans les années 50, il me semble, ouais. Dans les années 50. Ça remonte, hein. Ça remonte, mais en fait, il a été mis de côté parce que il n'y avait pas la télé en couleur à l'époque. Ah ouais, les moyens techniques ne le permettaient pas. Ce qui est assez incroyable, finalement, de se dire que dans les années 50, il avait cette idée-là. Il est visionnaire de ouf, quoi. Ouais, trop en avance. Et finalement, le mec, à 94 ans, Mais va il le jusqu'au fait quand bout de son même. truc, quoi. C'est assez dingue parce qu'en plus, on aura l'occasion d'en reparler, mais en fait, la technique de caméra qui est utilisée dans ce documentaire-là est un peu inédite. Et du coup, on est vraiment à la pointe, vraiment à la pointe de ce qui peut se faire techniquement pour le rendu des couleurs aujourd'hui. Et juste un petit peu en contexte encore dans cette partie, il y a eu forcément un contexte, comme tous les œuvres qu'on traite cette année pratiquement, de Covid. Et donc, il y a certaines séquences qui sont tournées sur place, dans la jungle, je crois qu'il va aussi dans la savane, il me semble. En Irlande, en Écosse. En Écosse. Mhm. Mais il n'a pas pu tourner toutes les séquences qu'il voulait sur place. Et donc, ils ont fini par faire de la voix off sur certaines séquences. Et la voix off, elle n'a pas été faite en studio à Classique, puisqu'ils étaient fermés à cette époque-là, il me semble. En tout cas, pour le studio qui s'occupait de ce documentaire. Donc, il l'a fait chez lui, en isolation, puisqu'il a quand même 94 ans. Donc, il ne pouvait pas trop se déplacer dans un studio ouvert. Et l'ingénieur son se garait à l'extérieur de sa maison. Il passait les fils XLR, comme on a sur les micros, par la fenêtre ou par la porte. Et David Attenborough a lui-même isolé avec comme on a fait, nous, c'est-à-dire avec des couvertures, avec des duvets, dans sa pièce, dans une petite pièce, pour isoler de façon propre le son et que ça soit pas avec plein d'écho. Et il a fait la voix off chez lui. D'accord. Je savais pas du tout que C'est c'était fait ouf. comme ça. Et D'accord. avec l'ingé son dans la voiture derrière qui disait c'est bon, Michel, on est bien. C'est David, c'est David. David, on est bien. Et ça, c'est assez incroyable parce que finalement, en fait, on se dit qu'il y a besoin d'un studio énorme et en fait, la voix off, elle est ouf. Et ce qui est un peu contradictoire avec le voyage qu'il nous propose, en Oui. fait, parce qu'on est aux quatre coins de la Terre, c'est assez dingo. Et d'ailleurs, c'est intéressant que tu parles de la voix off parce que David Attenborough a gagné un Emmy Award pour un travail qu'il a fait, et notamment un Emmy Award pour la meilleure narration d'un documentaire. Je sais plus lequel c'était parce qu'il en a fait vraiment beaucoup, mais ça prouve que ses qualités de conteur et de narrateur ont été déjà reconnues, en fait. Ils lui ont valu des prix. Ouais, je croyais que je l'avais noté, mais effectivement, il en a mis tellement, il en a fait tellement des voix off et des C'est assez dingue. documentaires. Ouais. Et d'ailleurs, c'est un petit point sur lequel on pourra revenir à la fin. Il y a un nombre de documentaires animaliers sur Netflix de ouf. C'est vraiment incroyable. C'est assez dingue. En parlant de ça, d'ailleurs, j'ai un petit truc à vous dire. D'après, alors ça serait plutôt un mémoire de Caroline Giliberti, qui a été écrit en 2017. Du coup, elle retrace, parce qu'elle s'intéresse justement aux techniques documentaires, qui, elle se pose la question, et c'est intéressant de se la poser, d'un point de vue éthique, notamment vis-à-vis de la condition animale. Et en fait, elle explique que le premier film documentaire qui connaît un grand succès commercial, il est réalisé en 1928 par Martin et Ossa Johnson, qui s'appelle Simba. Ah, c'est l'histoire. Ouais, de la vie. c'est assez ouf. Alors par contre, le truc qui est un peu triste quand même, c'est qu'à l'époque, leur manière de réaliser, c'est on va dans la savane africaine, là, avec un fusil. On se met en scène et on tue les animaux. C'est pas vrai. Je ris nerveux, mais ouais, si, c'est ça. Et Mais c'est en 1928. C'est rigolo que tu parles de ça parce qu'effectivement, il y a aussi une série de David Attenborough sur laquelle en tout cas, il présentait, qui s'appelle Zoo Quest. Et c'est un documentaire de la nature, sur la nature. Je crois que c'est l'un de ses premiers, entre 54 et 63. Et il voyageait avec le personnel du zoo de Londres dans un pays tropical pour capturer un animal pour la collection du zoo, parce que la pratique était acceptée à l'époque et c'était normal. Donc finalement, il a vite. C'est là qu'on voit que ça a bien changé. Les pratiques ont changé. C'est ça qui, parce que après, elle continue dans son mémoire, parce que là, c'est quand même un cas assez extrême, ce que je viens de dire avec Simba. Mais c'est vrai que pour même à un moment donné dans la série, Life in Color, je me suis posé cette question. Mais voilà, en fait, faut tellement être patient que parfois, du coup, mais ça s'appelle en même temps de la mise en scène, c'est qu'on va faire en sorte que ça arrive, ce qu'on veut que ça arrive. Et donc, du coup, parfois, tu peux mettre en danger ou en tout cas provoquer chez l'animal notamment une espèce de mal-être. Et c'est intéressant d'avoir ce regard-là aussi, je trouve. Ouais. Et tu vois, dans Life in Color, à un moment donné, il y a une petite expérience sur une araignée qui utilise la couleur pour choper, la couleur rouge pour pécho. Pour attirer un partenaire. Et en fait, pour vraiment être sûr que ça sert à pécho, ils ont réussi à ils ont réussi à mettre du maquillage sur la partie rouge de l'araignée mâle. Parce qu'en fait, l'araignée mâle exhibe sa tête
qui est d'un rouge très caractéristique pour attirer la femelle. Donc plus la couleur est vive et plus la couleur est importante, Plus elle l'attire. plus elle l'attire parce que c'est un signe de bonne santé, de force et tout ça. Mm. Et donc du coup, effectivement, ils ont mis du mascara sur le rouge de l'araignée pour masquer cette couleur rouge et pour voir les conséquences que ça avait dans le processus d'accouplement. Alors du coup, il a pas pécho. Et le truc, c'est qu'il y a une caractéristique assez spéciale dans l'espèce de cette araignée, c'est que non seulement il pécho pas, mais il se fait bouffer derrière. Ouais. Et donc là, j'espère que pour la petite araignée... Oui, je pense qu'ils l'ont viré. Bah, ils l'ont dit, hein. Ils ont dit, quand on a maquillé, on a utilisé du maquillage exprès pour pas que ça abîme, etc. Je l'entends et je pense que, notamment par rapport à David Attenborough, évidemment, je pense savoir que c'est vrai. Mais en tout cas, pour des documentaires préexistants, et il y a plus longtemps. Et apparemment, dans le mémoire aussi que Caroline a pu écrire, elle disait que parfois, il y avait comme on appelle ça, un peu comme label rouge, un tampon au début du film qui disait dans ces séquences. Aucun animal n'a été maltraité. Alors parfois, c'était mis, mais dans la réalité, c'était pas forcément le cas, quoi. Ouais, comme tout. Mais d'ailleurs, comme tu dis, ça pose la question de qu'est-ce que c'est de la maltraitance, quoi. Parce que, évidemment, il y a la maltraitance on les tue, on les capture, on les maltraite, on les blesse et tout. Un livre de Hugo Clément. Mais il y a aussi tout le truc est-ce que déjà le fait de provoquer des situations, des scènes en fait, provoquer des scènes artificiellement dans la nature, est-ce que c'est très éthique en fait? La question reste entière. Après, voilà, on peut. En voyant du coup les 3 épisodes, je me suis dit mais parce qu'on nous dit tel animal il voit comme ça, lui il est daltonien, lui il voit pas les couleurs, etc. Et je me suis dit mais comment on sait comment voit l'animal? Et en fait, c'est assez bête, j'aurais pu mieux réfléchir. Mais effectivement, du coup, l'idée, c'est pour ceux qui se posent la question comment, en tout cas, je vous donne quelques éléments de réponse. C'est-à-dire qu'on observe dans un premier temps, évidemment, l'animal dans son environnement. Ensuite, on peut faire des expériences sur l'animal qui, là, ne blesse pas l'animal ou autre. C'est par exemple, on le met dans un enclos ou peu importe, selon la taille. On met d'abord une première trappe qui va être bleue. Derrière cette première trappe bleue, il y a de la bouffe. Et ensuite, on met cet animal dans un autre enclos où là, il y a 3 trappes. Mais il y a bleu, rouge et vert. Et on voit s'il voit la différence. Et on voit s'il y a une différence. Et là, du coup, on va pouvoir se dire, lui, il peut, en tout cas, il voit les couleurs, mais peut-être que la bleue, etc. Enfin, c'est sur ce genre d'expérience qu'on peut. On n'a pas besoin de couper les yeux des animaux et les découper. Après, ceci dit, il y a aussi faire des expériences sur les organes visuels. Donc, j'espère qu'ils sont déjà morts. Par exemple, le rapace, lui, il a un cristallin qui. Est-ce que l'animal a d'abord signé une décharge pour donner son corps à la science? À la prod. À la prod. À Netflix. Et du coup, on peut étudier les organes et même aussi biologiquement, c'est-à-dire que par exemple dans les yeux, s'il y a des cellules photosensibles, on va savoir que c'est des cellules qui connaissent la lumière et qui par conséquent peuvent effectivement détecter la couleur, quoi. C'est par des expériences comme ça qu'on peut savoir comment les animaux voient. Parce que c'est vrai que pendant toute la série, même dans plein d'autres documentaires, on nous dit il voit comme ça, mais je veux savoir pourquoi. Et enfin, un dernier truc, et puis après, go with the flow. Souvent dans la série et même dans d'autres documentaires, on nous dit le zèbre a adopté ce camouflage pour. C'est pas les zèbres qui se sont dit les gars, technique. J'ai une technique de ouf. J'ai une idée. On va pas pécho, mais pensé à un truc. C'est vraiment donc il y a 2 choses. Il y a donc ça part de la sélection naturelle, mais du coup lors de la reproduction, etc. Il y a plein de gènes qui de génération en génération se transmettent, ça crée des hybrides, etc. Donc peut-être qu'à un moment donné, là j'ai pas envie de dire de grosses conneries, mais peut-être que dans un règne animal, tu vois, il y avait peut-être eu des ours plus clairs, d'autres un peu plus foncés, etc. C'est l'évolution. C'est l'évolution. Et puis ensuite Darwin, derrière, en fait. parmi ceux qui, on va prendre l'exemple du tigre parce qu'on en parle à un moment donné, mais peut-être qu'à un moment donné, il y avait des tigres plutôt orange, d'autres qui étaient peut-être un petit peu plus rouges, peut-être orange marron, trop clair, voilà. Ouais. Et en fait, finalement, il s'avère que c'est ceux qui sont oranges qui peuvent plus facilement se nourrir. On expliquera pourquoi après. Mais c'est petit à petit. Il y a de tout, sauf que c'est ceux qui survivent qui continuent. C'est les individus les plus compétitifs à l'échelle de l'évolution. Et donc, du coup, par conséquent, s'il n'y a que les oranges qui peuvent survivre, c'est que les oranges qui vont se reproduire. Et donc, petit à petit, encore laisser du orange dans les gènes. Et voilà. Et je vais boire un petit verre d'eau. Et justement, j'en profite pour te lancer la balle, la boule. Hop. Merci. Le totem de parole. Quel était ton animal préféré si on faisait un petit top de tous les petits animaux qu'on a découverts dans cette série, moi, mon préféré, clairement, j'ai un petit préf, j'ai un petit favori. On a la même, je suis sûr.
Et là, c'est la crevette Oui. menthe-pan. Ah, mais c'est une sniper de l'océan, ça. C'est assez ouf. Je sais pas si j'ai plein de stats aussi. Vas-y, on vas-y, connaît cet animal. Je retrouve mes petites Je veux notes un dessus. autographe, moi. Mais les crevettes menthe-pan, déjà, il faut se dire qu'elles possèdent 16 cônes dans les yeux qui leur permettent de traiter la couleur. C'est capteur. Voilà, c'est ça. À titre indicatif, nous, les humains, on en a 3. On a rouge, vert, bleu. On a RGB. C'est pas 12, c'est pas vert. 12 qui... Non, c'est jusqu'à 16. Ça C'est dépend des 16, époques. ok, j'ai mal C'est calculé. stomapode, ouais. Ok. Nous, on a, a 3, rouge, 3. bleu, vert, quoi. Et eux, elles en ont 16. Donc déjà, Mm. on peut s'imaginer qu'elles perçoivent vachement plus de trucs que nous. Mais alors, ce qui est fou, c'est que ses yeux peuvent s'orienter à 360 degrés autour de sa tête. Donc, elle peut voir dans son dos. Et ça, c'est Donc ça, c'est quand même assez dingo. c'est pratique. Elle est très belle aussi. On avait des couleurs. Mhm. Elle a des couleurs bleutées un petit peu, nacrées, irisées. Enfin, c'est très très joli. Et surtout, elle a une patate. Ah bah là, mais de l'enfer. Mike Tyson se pisse C'est dessus. Hein. un truc de C'est fou. un truc de ouf. Hein. Pour expliquer un petit peu, donc en fait, les crevettes se nourrissent de crabes notamment, ou Crustacés, de crustacés, ouais, qui sont dans les fonds marins, parce qu'elles habitent dans des petits terriers qu'elles se creusent dans les fonds marins. Et du coup, pour attraper leur proie, elles ont sous la tête un espèce de marteau avec un système de levier en fait, où elles balancent un énorme coup de marteau dans les crustacés qui sont ciblés. Et je crois que c'est en fait c'est le coup le plus rapide Ouais. du règne animal. Ouais. Voilà. Et Et ça façon équivaut à relative à son poids. C'est ça, de façon relative à son poids. Et en fait, quand elle envoie un coup de marteau, c'est l'équivalent d'une bastos, quoi. C'est comme si on prenait une balle de calibre 9, je crois. Moi, j'ai lu 22 ou 9. Calibre 22, ok. Alors, je suis pas pour le spécialiste coup, en armes, mais... tu vois, j'ai d'autres stats pour donner un peu de référence. Son coup, il est 50 fois plus rapide qu'un clignement de paupières. Quand on cligne de l'œil, Wow. son coup, il va 50 fois plus vite que ça. Ah ouais. Pendant un moment, la température de l'eau autour du cou, donc de l'impact, atteint la température, presque la température de la surface du soleil. Donc, c'est pas juste l'eau qui bout. Hein. Voilà, avec la chaleur. C'est- Et ça vient de Nat Geo, hein, c'est des sources National Geographic. Et si un humain avait la même force, il pourrait traverser de l'acier avec un coup de poing. Voilà. C'est bien pratique. Moi, j'ai pas choisi cet animal parce que vous dites coup de marteau. Moi, je trouve que visuellement, ça fait quand même plus coup de testicule. Parce que c'est vrai que c'est un coup qui part D'en dessous. D'en dessous. Dans le dessous, et puis avec On voit pas arriver d'ailleurs, hein, qui doit, à mon avis, beaucoup surprendre les pauvres petits crabes qui se trouvent Ça sur sort d'où, ça? Puis ça arrive en douce parce que vous avez parlé des cônes, mais elle a aussi, elle capte la lumière polarisée. On On reviendra un petit peu sur Mais, ces techniques donc, d'optique et ouais, les nouvelles caméras. C'est sniper, c'est un délire. Et alors, cet justement, animal. pour reconnecter avec la série en tant que telle, moi, il y a une scène qui m'a énormément marqué. Je crois que c'est dans le 2e épisode, quand on parle de la fameuse crevette, là, où en fait, on voit au ralenti comment elle envoie un coup sur un crabe blanc, un pauvre petit crabe blanc qui a rien demandé, qui était là, qui marchait tranquillement. Et donc, on voit évidemment que il prend un énorme coup au niveau de sa patte, là. Enfin, du coup, alors déjà, il fait un bond de 10 cm dans l'eau, genre. On le ça. voit plus de la caméra. Du plan. Donc, la caméra reste dessus et en fait la pince se détache et on se dit ok, donc en fait elle vient de l'amputer, quoi, tout simplement. Elle lui a foutu un coup de marteau. Et après, elle prend le truc, elle fait je le mets dans mon garde-manger et elle revient lui casser la gueule. Oui, complètement. C'est assez et du coup ça, je trouve que c'est la séquence est hyper marquante et elle est assez illustrative de plein de séquences dans ce documentaire où vraiment c'est hyper frappant, quoi. On voit les choses très très bien. Tu vois la violence de la nature. Ah ouais, la violence. Enfin, les ralentis sont très très beaux. Les angles de caméra sont parfaits et en fait chaque fait sur le monde animal est illustré par un plan qui marche, quoi, et qui nous montre la vérité du truc, quoi. Et toi, Nico, quel était ton animal un peu favori, J'ai totem? hésité avec cette crevette, mais j'ai plutôt choisi les escargots peints de Cuba. Parce qu'ils avaient une esthétique assez unique. Chaque escargot a sa carapace, même la couleur de leur corps qui diffère. Il n'y avait pas C'est leur empreinte digitale. Voilà. Entre Ouais, guillemets, un peu quoi. comme les zèbres Pour qui nous. ont leur propre sorte d'empreinte digitale avec leurs rayures. Mais là, du coup, ouais, chacun a une couleur ou plusieurs couleurs, des formes différentes et tout. C'est très esthétique. Ça me rappelle un petit peu ma jeunesse parce que vous vous rappelez quand on faisait ça, de Quand on peindre peignait des coquilles d'escargots. Exactement. Eux, ils le font de. Non, il n'y a que moi. Oui. Ils le font de manière naturelle. Et la petite histoire, c'est que c'est pour éviter de... Parce qu'il y a la couleur, du coup, on l'apprend dans le documentaire. La couleur. Il y a plusieurs fonctions. Et chez cet escargot, c'est parce que leurs prédateurs, ce sont plutôt les oiseaux. Et en fait, les oiseaux, quand ils ne connaissent pas,
mais comme beaucoup, en fait, comme presque Comme nous. comme nous, ouais, comme Mm. la vie sur Terre, quand on connaît pas, on se dit c'est peut-être pas comestible. Et ils misent là-dessus, en fait, c'est que le papa et la maman, les enfants, tout ça, ils vont pas du tout avoir les mêmes couleurs, et donc l'oiseau, il va se dire, putain, j'ai jamais vu ça, pourtant ça ressemble à ce que j'ai Dans déjà le doute, mangé. je vais pas le chiquer. Voilà. Ou à la limite, pendant qu'il réfléchit, qu'il se tâte un petit peu, l'escargot, à sa vitesse, il file. Et puis voilà, c'est comme ça qu'il joue là-dessus, mais en même temps, voilà, je trouve que C'est vrai que c'est très joli. C'est très joli. Mm. C'est vraiment très Incroyable. joli. Et toi, Corentin, quel est ton animal Moi, préféré? c'était la crevette mantis aussi. Enfin, Le problème, qui est un veux stomapode, plus. d'ailleurs, qui est pas une crevette. c'est pas la peine de dire des Mais voilà. mots compliqués pour Mais, faire genre, c'est moi qui ai dit parce en que moi, je premier. me suis renseigné. Non, mais je la trouve vraiment incroyable. Et j'ai été regarder des vidéos sur YouTube de stomapodes qui mettent des coups de marteau dans Passion stomapode. voilà, dans les vitres des Ah ouais. de leur Bah, enclos. Et ça fait pas. Et des fois, ça peut péter les vitres aussi. Donc, ils vont prendre du verre renforcé. C'est assez incroyable. Enfin, bref. J'ai été regarder des crabes qui se font arracher. C'était l'UFC de stomapode crade. Ah ouais. C'était génial. C'est vraiment, j'ai D'accord. passé Ok, un très bon moment. beaucoup trop de temps. Et je vous propose, les gars, Ça qu'on- t'a satisfait ton besoin de violence? On- Tu as Non, pas encore. besoin de frapper des gens? tu verras bien après l'émission. Est-ce qu'on passerait pas au top flop? Avec Ah, grand mais moi plaisir. j'ai encore un petit Ah, animal. bah, parce que voilà, je trouve quand super, même que- bah, je on trouve que- parle, hein. quand même que c'est assez savoureux ces histoires de petits animaux. Allez, vas-y. Et il y en a une qui m'a un petit peu interloqué, c'est la blénie. Je sais pas si vous vous souvenez, c'est ce quoi petit déjà poisson Ah oui. un peu le long. bâtard. Voilà, le bâtard de Blénie. Parce que ce qui se passe, c'est que du coup, le Blénie ou la Blénie, je ne sais plus, qui est donc un petit poisson assez long, vit à côté des stations de lavage. Alors, qu'est-ce que c'est que les stations de lavage? C'est des endroits où les gros poissons s'arrêtent parce que des petits poissons qui s'appellent, alors je ne sais plus comment ils s'appellent ces petits poissons, Je ne sais les plus. poissons labres. Voilà. Ah, ouais. Les poissons labres sont des petits poissons très très fins qui vont manger les impuretés qui se trouvent entre les écailles des gros poissons. Dans les écailles et même dans la bouche aussi. Et même dans la bouche, ouais. Et du coup, les gros poissons, ça les arrange parce que ça les lave. Et les petits poissons, ça les arrange aussi parce qu'ils se nourrissent. C'est ouf d'ailleurs, excuse-moi, je te coupe vite fait, mais Ouais. de la confiance que du coup ils peuvent se partager quoi. Ouais, c'est Que, fou. ok, j'ouvre ma gueule grande ouverte, t'inquiète. Tout va bien Vas-y. se passer. Complètement, ouais. Et justement, le et bâtard donc, il y a de Blénie, une quoi. toute petite micro-société de stations d'épurage et de lavage, d'épuration, c'est ça, sous l'eau. Et le Blénie, ou la Blénie, dans le cou, elle, en fait, elle a une possibilité de changer de couleur. Elle ressemble au poisson labre, mais donc elle ressemble de forme au poisson labre, mais elle n'a pas la même couleur. Et du coup, elle a la possibilité de changer de couleur à volonté, quoi. Et du coup, se rapprocher des poissons labres pour faire genre qu'elle est un poisson labre et pour aller chiquer les petits poissons au lieu de les laver, quoi. Et du coup, ce qui m'a vraiment passionné dans cette histoire, c'est que de rat. déjà la tactique, elle est un peu sneaky quand même. Donc c'est assez malin, mais c'est un peu cruel. Et surtout, le truc fou, c'est que elle est suffisamment intelligente pour se dire, faut pas que je le fasse trop souvent, parce que si jamais je nique la confiance des gros poissons dans les petits poissons, parce que moi je vais les chiquer, ils viendront plus. Et du coup, la station de lavage va se vider et elle aura plus de clients. Et donc, en fait, elle est suffisamment intelligente et perspicace pour se dire, OK, là, je vais manger, mais là, je me calme un peu, je reviens dans mon terrier et je laisse les autres faire pour que la confiance revienne et tout. Et ensuite, je repasse à l'attaque. Et ça, j'ai trouvé ça complètement fou, quoi. Non mais de ouf. Alors, petit top flop. Je vais commencer, tiens. Je vais vous envoyer parce que ça a l'air compliqué. Le top flop de Life in Color. Déjà, la voix off. La voix off de David Attenborough. Top ou flop? C'est top. Pour moi, c'est top. Non, c'est flop, vraiment. Il faut qu'il revoie son métier. Je pense que si vous avez l'occasion de le voir sur Netflix, regardez-le en VO, avec des sous-titres français si vous voulez. Mais il faut le regarder avec la voix originale parce que là. Alors, j'ai rien contre la voix française, hein, mais la voix de David Attenborough a quand même un timbre, un placement. Il y a des choses qui sont très à lui. Il y a une identité. Ouais, il y a un quoi. rythme aussi. Il est assez lent, il prend son temps, il a une voix vraiment très rassurante, très zen. Moi, j'ai vraiment une expérience très très zen en Ouais. regardant ces 3 épisodes. Je Là, pense j'étais que- Avec les images en plus. qui calme vont et avec. tout. Ça fait du bien, je trouve. C'est Et puis pour ceux qui se mettent dans des loisirs un peu illégaux, je pense que c'est une bonne série à regarder. pourquoi? Oui. Ah, D'accord. J'avais pas compris. Et c'est Ou en sur fi- Netflix. ou en consommant du CBD, qui Ouais. est la version légale Légale. et tout à fait autorisée des substances auxquelles tu fais référence. Exactement. Non mais voilà, pour moi la voix off c'est un gros top parce que la voix off originale, comme d'habitude en fait, c'est sa marque de fabrique et c'est ça aussi qui fait un peu l'intérêt de tous ces documentaires avec David Attenborough, quoi.
Complètement. Ouais, pour moi, c'est vraiment un top aussi, ce côté. Alors, moi, j'avais noté justement le côté très zen, le côté très on voyage. Il y a une espèce de calme et de volupté qui se dégage du truc et que j'ai pas vu dans beaucoup de documentaires sur la vie sauvage avant celui-là. Les images sont Ouais. formidables. Ah ouais, Calme. les images. On en parlera un petit peu plus un peu plus tard parce qu'on va s'intéresser un peu aux À la caméras qui ont technique, été du coup, utilisées, ouais. à la technique et voilà. Mais vraiment les images sont formidables et surtout, ce que je trouve très très fou et très intéressant, c'est que à chaque fois qu'on nous dit quelque chose dans la narration ou qu'on nous donne un fait sur un animal ou sur une particularité, une caractéristique, tout ça, direct on nous l'illustre. Ouais, ils l'ont, Et, quoi. et en tant que spectateur, on n'est jamais frustré, c'est-à-dire que on nous dit un truc, on se dit ah ouais ça a l'air fou et on voit la scène Ah oui, c'était fou. et on se dit putain c'était encore plus fou que ce que je pensais. Alors que parfois dans certains documentaires animaliers, on nous dit des choses mais les images sont pas assez à l'appui ou alors ils n'ont pas eu la scène qu'ils voulaient pour illustrer exactement ce truc-là et tout. Et là, je trouve qu'on a vraiment Mais là, il y a des années de tournage. Hein. Ouais, bah, ça. justement, je me demandais combien de temps. Enfin, en fait, ça doit être énorme. C'est pour, plus d'un an déjà. Mais de c'est tournage, réparti largement. aussi dans l'année, quoi. Bien sûr. Mais Ouais. enfin, dans les années. Du coup, c'est Mais- très satisfaisant, je trouve, en tant que Je- spectateur. Tu vois, moi, dans mon top 1, j'ai marqué justement que là, pour le coup, ça faisait vraiment documentaire et pas reportage animalier. Oui. Dans le sens où, effectivement, c'est vachement bien illustré, mais aussi parce que il y a une approche, et celle-ci, c'est par rapport à la couleur, justement, et qu'elle est tout le temps, enfin, elle est jamais délaissée, et que, justement, au lieu de s'intéresser juste, là, au lieu d'avoir un environnement ou telle espèce d'animal, là, vraiment, on voit plein de choses, mais avec voilà, un cadre, un angle d'attaque, quoi. Et l'angle est qui est tenu cool. jusqu'au bout. Et ça, en c'est quand plus, même pas ouais. mal aussi, je trouve. Mm. C'est que l'angle de la couleur, vraiment, est tenu jusqu'au bout. C'est pas un prétexte. C'est pas on va parler de la couleur, vous allez en voir plein la vue. C'est pas un effet d'annonce, genre on va parler de la couleur, mais en fait, on vous parle d'autres trucs. Là, c'est tenu tout le long. Et effectivement, chaque chose qu'on apprend est liée à la couleur. Et chaque chose qu'on apprend est liée à effectivement la nécessité de la couleur pour cet animal-là dans sa survie ou dans son accouplement ou dans sa vie, quoi. Et ce qui est assez fou, c'est que, alors pour moi, c'est un top. On apprend des choses qui nous montrent qu'on ne connaît rien. C'est-à-dire qu'on apprend de l'existence même d'espèces dont on n'avait aucune idée. Je pense à la petite grenouille rouge qui nous présente à un moment, qui, pour référence, fait la taille d'un ongle à peu près. Donc, c'est minuscule. Et qui est pourtant une grenouille qui sécrète du poison et qui peut être mortelle pour ses prédateurs. Ce genre de choses-là, moi, je ne savais pas que ça existait. Et là, on a des images. Alors, je sais pas s'ils ont filmé en 4K, en 8K, j'en sais rien, mais tu as des gros plans, tu as l'impression que la grenouille elle fait la taille de ta table, de ta table basse, alors qu'en fait, elle fait la taille de ton ongle, et tu peux voir en détail sa peau et des choses comme ça. Et là, tu te dis, en fait, vraiment, j'y connais rien. Genre, moi, j'ai eu 3 crapauds dans ma vie. C'était pas en rapport avec des pétards. Je n'étais pas ce genre de Dont ma gosse. belle-mère. Voilà. Oh non, non, oh non, ah non, parce qu'après c'est moi qui assume le propos. Hein. Ouais, c'est sûr. Alors, Corentin ne m'a jamais rien dit sur sa belle-mère. Voilà. Moi, je l'aime disclaimer, beaucoup, en c'était plus. juste pour la beauté de la blague qui n'était pas si bonne d'ailleurs. Donc voilà. Restons Voilà, Restons polis en commentaire. En tout cas, on apprend qu'on ne connaît rien et moi je trouve ça assez Donc tu as incroyable. fait en fait l'expérience du doute socratique, Exactement. Corentin. Mais Je ne sais qu'une seule souvent, chose, c'est que je ne sais rien. Ouais. C'est Socrate. C'est Et un grec. je commence Bravo. à me sentir vraiment con avec le pitch parce qu'on apprend des choses. Chaque fois, je me dis putain, mais en fait, je savais pas ça avant. Et il y a sûrement des choses que je connais pas. quoi. Bah, d'ailleurs, moi, il y a un de mes tops, c'est top et flop. Le premier top et flop, c'est que quand on m'apprend, quand on m'apprend quelque chose dans cette série, notamment ce qui est lié à l'animal, notamment par exemple le tigre, etc., je comprends. Et c'est super agréable. Parce que dès qu'on parle technique, là, ils m'ont perdu, les mecs. Et ils Ouais. m'ont grave perdu. Mais par contre, quand on parlait d'animaux, et notamment, parce que j'en ai parlé au début, mais je reviens sur le zèbre. J'ai enfin compris, parce que, évidemment, au tout début, tu dis, le truc, il est en noir et blanc dans la savane. Pourquoi? Et À quel ouais, moment c'est une bonne idée? et pourquoi il survit encore, quoi. Mm. Je lui souhaite une longue vie, parce que c'est pas forcément bien parti. Pour la petite histoire, alors pourquoi il est noir et blanc et que c'est normal, en fait? Pourquoi tous les noirs et blancs avant, ils ont survécu? Et ben en fait, c'est tout simplement parce que ça s'appelle un camouflage disruptif. Ou autrement, razzle-dazzle. Ah, razzle dazzle, c'est-à-dire l'effet d'annonce de perturbation. paillettes et Ah. confetti quoi. Bah, D'accord. l'idée, en fait, c'est justement de se reposer un petit peu sur le principe de la... Comment on appelle ça? C'est tout Disruption con, hein. Non, de pattern. l'illusion d'optique. Ouais. Quoi. Et en fait, ça permet de faire bugger la personne qui te regarde, que ça soit sur ta dimension, ta vitesse et ta direction. Et c'est pour ça que du coup, c'est des rayures complètement random. C'est des lignes irrégulières et avec des forts contrastes, donc noir et blanc.
Et le truc qui est fou, c'est que pendant la Première Guerre mondiale, il y avait des bateaux avec des camouflages dazzle, razzle, dazzle, dazzle, razzle, pour justement perturber les adversaires. Et il y a carrément aussi des points de vue d'artistes, parce que c'est des dessins en général, c'est Première Guerre mondiale. Et le truc, tous les bateaux, là, c'est un camouflage, un carnaval de Venise, mais version marine. C'est D'accord. incroyable. Je vous promets, allez voir parce que ça vaut le détour. C'est fou. Et je savais pas en fait qu'on est allé jusque là. En fait, je pensais que Donc, on c'était a que les testé des zèbres. trucs comme Et en ça. fait, ça marche quoi. Bon après, il y a eu l'invention des radars, etc. Ouais, et après, ils ont fait, ouais, c'est niqué. Ouais, on va arrêter. On va arrêter le budget Bayet, ça sert à rien. Là. Mais du coup, c'est quand même trop bien de pouvoir apprendre des trucs comme ça. Ouais, et c'est une série qui nous apprend beaucoup de choses. Alors, bon, je vais quand même mettre un petit flop. Je trouve que l'épisode 3. Ouais, alors nous l'épisode mélange- 3, C'est Voilà. marrant, je pense qu'on a tous le même Mm. petit. Ouais, Alors, le j'ai petit une bémol. réponse Mm. pourquoi. En Alors, fait, juste expliquons un peu le Voilà. contexte. Il y a 3 épisodes de 45 minutes dans cette mini-série. Et il y a vraiment une démarcation entre les 2 premiers et le dernier, puisque Voilà. le dernier, en fait, on revient sur des choses qu'on a déjà vues, mais Mm. on va s'intéresser plus au côté technique de comment on a fait telle expérience, comment on a trouvé ça, comment on a réussi à filmer ça. et ça, voilà. ça me dérange pas tellement. Alors, dans les 2 premiers, on apprend dans l'un comment les animaux l'utilisent pour manger ou pas se faire manger. Et dans l'autre, comment ils l'utilisent pour trouver des partenaires, s'intégrer dans leur environnement, se cacher, tout ça. Et dans le 3e épisode, en fait, on nous répète les mêmes choses. les mêmes choses qu'on a vues dans les 2 premiers pendant 20 minutes. Et après, on a des trucs tout neufs. Alors que ça soit en technique ou sur des autres animaux, carrément. Et je comprenais pas pourquoi ils nous répétaient tout ça. C'est parce que c'est sorti sur la BBC d'abord. Et du coup, les épisodes sont passés de une semaine, puis une semaine, puis une semaine. Classique, linéaire. Et il a fallu, à chaque fois qu'on parlait de cette technique qu'on va vous expliquer avec la caméra, il fallait remettre le contexte pour les gens qui ne l'auraient pas regardé à la suite. Et D'accord. c'est pour ça que ça fait un Donc peu ça tâche se sur prête, Netflix. ça se prête pas trop au binge-watching Alors, de VOD. Quoi. Je crois qu'il est bien sorti sur la BBC d'abord, hein, il me semble. Je dis peut-être une bêtise, mais est-ce que c'est une série qui est sortie sur Netflix également? Mais je crois que c'est ça, et je vois que cette solution-là pour cette répétition un peu télévisuelle des informations. Donc l'épisode 3... Et puis c'est même pas au tout début, c'est pendant l'épisode. Tu sais, à un moment donné, le coup du... Bon, en gros, le tigre, il arbore le tigre du Bengale, il arbore une robe orange parce que les proies principales qu'il peut avoir, ce sont des proies qui ont deux cônes, du coup, ou ouais, qui ont deux cônes. Enfin, qui, en tout cas, Qui ne voient pas le rouge. Et donc, du coup, le orange est un bon camouflage pour pouvoir s'approcher suffisamment près de sa proie pour l'attaquer. Sauf que en tant que mammifère, on nous l'apprend en fait, on peut pas sécréter du verre, ouais, en gros. On peut pas changer les pigments de son corps. En vert. En tout cas, les mammifères, ils peuvent pas faire ça en vert. Et si le tigre avait pu, ça aurait été le vert qui aurait prédominé. L'évolution aurait fait qu'il serait. Ça aurait été le vert. Sauf qu'on peut pas. Et en fait, dans l'épisode 3, ça on l'apprend dans le 2, dans l'épisode 3, à un moment donné, c'est ah ouais, et vous savez pourquoi le tigre il est pas vert? Oui, je sais. Je réponds. Mais c'est surtout qu'en fait, il rajoute des petites choses qui, pour moi, auraient fait sens d'être rajoutées avant, en fait. Avant, ouais. Pour raconter un petit peu le contexte. Exactement. Parce que c'est vrai, quand on voit ce fameux épisode avec le tigre, là, où on nous explique que le tigre, il devrait jurer dans son environnement, mais en fait, comme ses proies ne le voient pas, elles ne le distinguent pas, parce qu'ils ne voient pas le orange, et bah du coup, c'est bien pratique pour lui et tout ça. Donc, et on nous dit, les mammifères ne peuvent pas changer, tout ça. Et on se dit si vous avez la réponse à cette question de pourquoi ils peuvent pas changer en vert, dites-la nous maintenant. Ouais. Et en fait, non, il faut attendre le 3e épisode pour comprendre les choses. Et du coup, c'est un peu frustrant parce que moi, j'ai eu l'impression un peu qu'on nous calait tous les trucs techniques au dernier épisode en disant on n'a pas eu le temps de le dire, on n'a pas eu le temps de le dire. Et voilà. Surtout que pour être honnête, ça c'est vraiment au flop, j'ai dit, mais les trucs techniques, ils sont pas bien expliqués. Alors, soit c'est pas bien expliqué, peut-être je comprends mal aussi. Soit je suis con, c'est ça. Non, mais il manque un truc. Ils expliquent pas assez. Quand tu as vraiment envie de bien comprendre. Non, je suis assez d'accord. Ça nous fait un bon segue, puisqu'on avance dans l'épisode, vers cette partie technique. Donc rapidement, on va vous donner des innovations techniques qu'on nous présente dans la série. Ça vaut toujours le coup de les voir, mais on vous les présente. D'abord, on a une caméra, enfin en tout cas un setup, c'est-à-dire un système de 2 caméras qui filment en ultraviolet. C'est-à-dire qu'il y avait une caméra sur un élément, sur une fleur par exemple, qui filmait avec la lumière classique. Normalement. Et une autre caméra qui filmait en ultraviolet. Pour faire ça, alors déjà l'ultraviolet, qu'est-ce que c'est? C'est une longueur d'onde, donc ça fait partie du spectre des couleurs.
J'ai mon petit schéma pour pas dire de conneries, parce que j'inverse toujours les deux. Mais l'ultraviolet, c'est en dessous de toutes nos couleurs. C'est-à-dire, c'est des ondes En dessous plus des couleurs de courtes. l'arc-en-ciel. Voilà. Donc, par exemple, on a le rouge, ensuite on a le jaune, on a le vert, on a le bleu, et en dessous, on a l'ultraviolet, et au-dessus de tout ça, on a l'infrarouge qu'on utilise dans nos télécommandes, par exemple. Et après, il y en a plein d'autres, des ondes. Mais nous, on peut pas les voir, ces ultraviolets. Mais les animaux peuvent le voir, ils nous l'expliquent. Pas tous. Pas tous, Mais certains peuvent. des insectes, des oiseaux, des papillons. Et donc, vous le verrez si vous regardez la série. Et ils essayent de filmer ces ultraviolets avec justement un filtre, enfin un miroir, qui est un côté qui filtre les ultraviolets. Donc, c'est la caméra filme à travers ce petit filtre pour filmer de l'ultraviolet. Et de l'autre côté, reflète la lumière classique pour qu'on ait le même angle avec une lumière classique couleur. Et ça nous permet de voir donc les différences et ce que voient les insectes. Notamment les insectes, parce qu'en fait, sur les fleurs, quand on passe une fleur avec ce filtre ultraviolet, on voit que les pétales changent quasiment de couleur, parce qu'il y a évidemment des couleurs qu'on ne peut pas nous distinguer avec l'œil humain, et qui guident les insectes pour venir se poser sur les pétales, pour ensuite venir butiner. Donc c'est aussi une manière de voir pour les insectes, quoi. Et les UV, donc les ultraviolets, les UV, c'est une longueur d'onde très courte qui peuvent, pour la petite anecdote, c'est ce qui peut aussi abîmer votre peau, c'est ce qui provoque le bronzage. Et nous, on la voit pas, pourtant le soleil en émet plein. Et c'est pour les animaux, en fait, c'est une question de vie ou de mort, notamment. Tu nous disais les insectes, on a les papillons pour se reproduire, ce genre de choses-là. Et c'est vrai que moi, je trouve que ça apporte un angle intéressant sur la compréhension des. Et j'aurais bien aimé en avoir un peu plus, plus d'exemples. Plus d'exemples, parce que là on nous a ressorti plusieurs fois le même. Ouais, c'est ça. C'était un de mes flops aussi que je voulais dire, mais c'est vrai qu'il manquait de diversité quand même dans un sens, en termes d'exemples, comme tu dis, peut-être de lieux. Ouais, parce qu'en fait, il y a le papillon, il y a la fleur, mais en fait, il n'y a pas tant que ça d'autres choses qu'on nous montre. Sur l'UV, ouais. Sur l'UV. Et deuxième caméra, caméra, si tu veux. C'est la caméra polarisée. Je vais t'aider. Oui, c'est ça, parce que c'est la plus compliquée, c'est celle qu'on Elle est pas simple, qu'on a compris avec difficulté. C'est une caméra qui permet de voir la lumière polarisée, donc c'est une lumière qui vient du soleil, qui se reflète. Parce que la lumière non polarisée, c'est la lumière naturelle du soleil, par exemple, ou d'une lampe. Oui, mais parce que du coup, elle est polarisée quand elle traverse, par exemple, les nuages, l'atmosphère, tout ça. Hors reflet, en tout cas, on va dire ça comme ça, c'est plus simple. Hors reflet, c'est la lumière directe du soleil ou d'une lampe. Et en tout cas, c'est une lumière que peuvent distinguer notamment certains crabes. Alors, excuse-moi, là, on parlait de la non polarisée. Et du coup, la lumière polarisée, pardon. Oui, la lumière polarisée, c'est effectivement une lumière que peuvent distinguer certains crabes et qui leur permettent de trouver des partenaires, se protéger, voir aussi quand les prédateurs arrivent. Et voilà. Et pour l'expliquer, on va essayer de l'expliquer un peu simplement. Donc la lumière, c'est une onde. Je lis ma définition parce que c'est très compliqué. La lumière, c'est une onde. C'est comme une vague, en fait, qui vont dans des axes différents. Donc un faisceau de lumière, vous pouvez voir un faisceau de lumière qui va de droite à gauche, par exemple, ou de gauche à droite. Et à l'intérieur, il y a comme des ondes audio, par exemple. Pensez à ça comme exemple visuel. Et ça va dans un sens, et puis de l'autre côté, à la perpendiculaire, on en a une autre, à peu près. Mais dans tous les sens, en fait. Dans plein de plans différents. Parce dans plein de plans différents. Pour le jaune, le bleu, et pour tous les jaunes et les bleus différents. Bien entendu, je simplifie ici. Et en fait, la lumière polarisée, c'est quand une surface ou un filtre enlève une partie de ces ondes qui vont dans tous les sens et ne laisse qu'un type d'onde qui va dans une direction particulière. Et ce qui fait, par exemple, c'est les reflets sur une table, c'est les reflets sur la mer, sur l'eau, sur quelque chose de mouillé. Et c'est pour ça que dans les lunettes anti-reflets, ou en tout cas, par exemple, les lunettes de plongée, ce genre de choses-là, oui, je crois que c'est de plongée, on met des filtres polarisés qui en fait, enlèvent la direction haute de la lumière qui va vers le haut pour éviter que ça nous revienne dans les yeux, qu'on perçoive cette lumière et que ça nous gêne à la vision. Donc, c'est un petit peu ça le principe. C'est aussi le principe qu'on a dans les lunettes de cinéma en 3D. On polarise la lumière d'un verre à l'autre différemment pour donner cette impression d'images différentes et de 3D. Puis concrètement, du coup, par exemple, on a des lunettes de soleil polarisantes. Voilà. On les enlève et on regarde, par exemple, une flaque d'eau ou un petit étang. Avec les reflets du soleil, on ne va pas voir le fond. On met les lunettes. Là, on voit le fond. Et d'ailleurs, il y a une petite vidéo que j'avais vue où justement, c'est un gars, je ne sais pas pourquoi il fait ça, mais il plonge, il est sur un bateau avec son pote, il plonge parce qu'il voit un aileron de requin, il se dit « Ah, c'est un requin pèlerin et tout, donc inoffensif. » Bon, déjà, il est fou quand même, je trouve. Et en fait, tu le vois qui ressort vite de l'eau, son pote met une lunette de soleil polarisante devant la caméra, puis tu vois un grand blanc.
Moi, j'ai badé devant la vidéo, Ouais. mais Et du coup, cette caméra, en fait, c'est une nouvelle technologie qui permet de voir un peu, donc, comme tu disais, comme les crabes. Il y a d'autres. Alors, je me rappelle plus, j'ai plus d'autres exemples en tête. bah si, il y a votre écrevisse là, enfin votre crevette. Oui, la La crevette, crevette menthe. menthe pan. Et il y a certains animaux qui reflètent sur certaines parties de leur corps que la lumière polarisée, et ça signale à leurs semblables que ce sont bien de la même espèce, pour trouver un partenaire, ce genre de choses-là, quoi. Parce qu'il y a 2 papillons aussi. Ouais, il y a des papillons aussi. Ouais. Et effectivement, donc c'est une autre technologie qui a été développée qui permet de comprendre un peu plus, même si c'était un peu flou pour nous, personnellement, l'explication, pourquoi et comment les animaux se comportent comme ils le font, quoi. Et juste peut-être pour parler un tout petit peu de la vue humaine, pour le coup, et la perception des couleurs que nous, on a. Donc, comme on le disait tout à l'heure, l'œil humain possède 3 cônes, donc 3 outils qui permettent de reconnaître le rouge, le vert et le bleu. RGB, c'est ce qu'on a toujours. Et donc, lorsqu'on regarde un objet, les cônes reçoivent des informations sur les couleurs et les transmettent par les voies optiques jusqu'à notre cerveau. Et c'est c'est notre cerveau qui combine les informations retenues et qui, du coup, reconstitue toute la gamme des teintes que nous, on peut connaître. Et aujourd'hui, du coup, les scientifiques disent qu'une personne à la vision normale peut percevoir à peu près 15 000 nuances de couleurs aujourd'hui. Alors, du coup, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on distingue tous les mêmes couleurs, nous, les êtres humains entre nous, ou pas? Et ça, les scientifiques se sont penchés aussi sur la question, et en observant les rétines de plusieurs individus grâce à des lasers, ils en sont venus à la conclusion que même si le nombre de cônes varie d'un œil à l'autre, la perception des couleurs était à peu près équivalente. Donc tous les individus sur Terre perçoivent à peu près de manière équivalente les couleurs. Par contre, ce qui est vrai aussi, c'est qu'il y a d'autres paramètres qui peuvent rentrer en compte pour notre perception de la couleur, comme par exemple la culture, la langue. On sait par exemple que dans certaines cultures, il y a énormément de mots pour la couleur bleue, par exemple, alors que nous, on n'a qu'un seul mot, c'est bleu. Donc du coup, selon notre culture, notre langue, mais aussi notre âge et notre état de santé, forcément, on ne perçoit pas la couleur tous de la même manière. C'est ce qui explique que, entre humains, on n'a pas toujours les mêmes perceptions non plus. Voilà. Et sinon, du coup, je rajoute aussi qu'il y a donc dans nos yeux les cônes dont tu parlais, mais on a aussi des bâtonnets. Les bâtonnets. Les bâtonnets. Et ceux-là, ils nous permettent de mieux appréhender. Alors, c'est la vision périphérique, on va dire. Et ceux-là nous permettent de mieux appréhender les mouvements. C'est-à-dire que les cônes, ça va plutôt être la couleur et pas des trucs plus fixes. Tandis que les bâtonnets, ça va être les mouvements. Et aussi la nuit, en fait. La nuit, ça va plutôt être les bâtonnets qui vont être stimulés. C'est pour ça qu'on voit pas en couleur. Et voilà. Et que du coup, on est peut-être... avec justement cette appréhension du mouvement plus vif. Ouais. Ok, super. Merci les gars pour ce petit point technique caméra, visuel, optique. C'était un peu compliqué. J'espère que vous avez suivi. En tout cas, allez chercher sur Google et sur YouTube si vous voulez en apprendre. Il y a pas mal de vidéos. Et alors vous, j'ai une question à vous poser. Est-ce que justement parce que c'est clairement un argument un peu marketing de cette série documentaire. Venez, vous allez voir des super couleurs que vous voyez jamais, des caméras, tout ça. Est-ce que ça vous a paru assez convaincant pour que ce soit un vrai argument de vente pour le documentaire ou pas? Franchement, du tout, parce que j'ai l'impression que leur système ultraviolet, c'est un filtre. Ils ont juste mis 2 caméras perpendiculaires et puis, j'exagère, hein, mais voilà, j'ai pas l'impression que c'était un truc de pointe. Et même la lumière polarisante ou polarisée, tout ça, on connaît ça depuis un bail, hein. Oui. Les filtres et tout, donc j'ai pas trouvé que c'était des technologies de pointe. Non, et je trouve ça effectivement dommage qu'ils appuient. Alors, pour la compréhension de l'animal, c'est intéressant, effectivement. Par contre, sur le point technique purement, je trouvais ça beaucoup plus techniquement impressionnant d'avoir des images énormes avec un point une distance focale très très courte sur des grenouilles qui font la taille de mon petit doigt, et que plutôt que d'avoir de l'ultraviolet, quoi. Et ils auraient peut-être pu appuyer là-dessus un peu plus, je pense. C'est vraiment un argument marketing. Je sais pas si c'est très convaincant au-delà des 2-3 séquences techniques qui font bien rire, quoi. Mais qui sont finalement assez anecdotiques sur le long de l'année. Pour le coup. Instant potager, du coup, qu'est-ce que vous en avez retiré, les gars, de cette petite série? Moi, j'étais très content parce que ça m'a rappelé mes cours d'SVT quand j'étais au lycée. Et en même temps, c'est à la fin de l'épisode 3, on parle du blanchissement corallien. Ouais. Pour faire simple, en gros, en ce moment, ça va pas fort, la planète. Et donc, les coraux qui habituellement sont hyper colorés, magnifiques et voilà, qui sont symboles en fait des tropiques, de la vitalité, de l'océan. Exactement. Ça marche comment? C'est-à-dire que du coup, c'est 2 animaux qui sont en symbiose en fait. Et symbiose, ça veut dire que l'un vit grâce à l'autre
par rapport à des caractéristiques qu'ils ont de manière séparée, mais ils vivent ensemble, quoi. Ils ne forment plus qu'un. Et en fait, en ce moment, avec le réchauffement climatique, etc., les algues qui sont posées sur les coraux émettent trop de substances qui sont nocives par rapport aux coraux. Et donc, les algues meurent et les coraux meurent aussi, évidemment, qui détruit l'écosystème, donc tous les poissons, les stations de lavage, par exemple, qui sont dans le coin. Et donc, tout ça meurt. C'est triste. J'ai bien compris comment ils ont expliqué, parce que moi, le blanchissement corallien, j'étais pas trop sûr de l'avoir vraiment saisi comme je le devais. Et en même temps, le truc qui est super chouette, c'est qu'il te donne une lueur d'espoir. Ça veut pas dire que ça va guérir tout seul, mais en tout cas, ça veut dire qu'il y a toujours de l'espoir et que la vie est belle. Et l'écosystème aussi. Voilà, parce que cette finir lueur là-dessus, d'espoir c'est- dont tu parles, Corentin, C'est juste que les coraux, quand ils n'ont pas trop été abîmés, ils se défendent de façon tout à fait inattendue en produisant des couleurs néon, en fait. Vert néon, par exemple, qui reflète un peu comme de la crème solaire, la lumière du c'est un soleil. qui est mécanisme agressif. de défense, mais qui leur permet aussi de se Voilà, de régénérer. régénérer en fait. derrière. Alors attention, ça correspond à Oui, un c'est- tout petit pourcentage Oui, oui, des récifs qui coralliens sont touchés. tranquilles. Donc ça donne une lueur d'espoir, même s'il faut la nuancer. Non, Voilà. ça- Mais en c'est- tout cas, c'est vrai ce que. j'ai cru faire, mais Oui, effectivement, t'as complètement nuancé. Non, Non, c'est mais tout à oui, fait- oui, c'est une lueur d'espoir qui fait quand même du bien, mais qui effectivement, voilà, on peut pas continuer comme ça. Et toi, Damien Et ben moi, et rap en même temps, non ouais, je vais faire les deux. C'est-à-dire, moi, je la conseille cette série vraiment. Si elle est pas très longue parce que c'est 3 fois 45 minutes, mais si jamais vraiment vous avez pas beaucoup de temps. S'il y a un épisode duquel on peut se Voilà, passer, c'est à le mon avis, c'est le troisième. dernier. Voilà. Même s'il est intéressant dans le côté technique aussi, hein, parce qu'on voit les galères des caméramans aussi pour Passer aller sur les 20 premières minutes. Il y a un côté. En fait, moi, je trouve que le troisième épisode, il y a un côté un peu making of, Ouais. mais Ouais. on va plus loin. C'est vrai. Voilà. Donc, si vous avez été super emballé par les deux premiers, il va vous plaire beaucoup. Si vous avez pas, si vous êtes plus intéressé par vraiment le côté féerique de apprendre des choses sur des animaux, concentrez-vous peut-être plus sur les deux premiers. Et du coup, malgré le fait qu'effectivement cette espèce d'argument de les caméras super perfectionnées, dernier cri, qui finalement sont un peu anecdotiques, enfin en tout cas l'ultraviolet et le polarisé, je trouve quand même que les plans de caméra sont formidables, Oui. que les qualités de compteur de David Attenborough et la narration vraiment est hyper immersive, et que moi j'ai appris énormément de choses, tout en passant un moment très zen, très calme, et ça fait du bien, je trouve. Ouais, Donc voilà. complètement. Moi, je leur conseille aussi, pareil, les mêmes raisons. Si vous ne vous sentez pas de vous mettre dans un film un peu plus sérieux, dans un drame, dans un thriller, au lieu de regarder quelque chose de moins réfléchi, on va dire, de temps à autre, une grosse comédie, un truc comme ça, bah là, c'est une bonne bouffée d'air frais. Ça dépayse, surtout ça dans des dépayse. temps de confinement. Ça nous introduit un petit peu à tous ces documentaires-là qu'on a peut-être vus que sur Nat Geo un dimanche matin, un dimanche midi. Ça dépend des gens. Et je trouve que c'est pas mal pour commencer, en tout cas, les documentaires de Alors David pourquoi plus Attenborough. celui-là qu'un autre? Parce que c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure là. Moi j'ai tapé, enfin dans les recommandations de Netflix, une fois qu'on a fini ça, il y a pléthore de documentaires animaliers ou sur le Ouais. monde sauvage ou choses comme ça. Et je me dis mais c'est un truc de fou, on peut pas tout voir. Alors, on peut pas tout voir. Moi, je pense que celui-ci est à voir parce qu'on l'a vu et qu'on vous dit c'est cool, allez-y, c'est pas de la merde. Mais, non, mais concrètement, c'est Oui, ça, hein, oui. parce que, à mon avis, Moi, il y en a qui sont- moi, je vous avoue que j'y serais peut-être pas allé avant qu'on Ouais. s'y attarde parce que justement, je trouve que c'est pléthorique et je sais jamais quoi choisir. Mais pour avoir vu celui-là, je pense qu'il vaut la peine. c'est quand un même. bon choix, un bon marchepied. Et si ça vous intéresse, derrière, allez voir peut-être Life, qui est le gros Ouais, du blockbuster coup, du coup, et Notre Planète, aussi David Attenborough encore. Il y en a plein d'autres. Après, c'est peut-être hit or miss, c'est-à-dire il y en a peut-être qui sont très moyens. Donc, Et si vous êtes passionné de monde sous-marin, le documentaire My Octopus Teacher, donc Ouais. En La sagesse de la, La sagesse de la pieuvre en français, La sagesse ouais, qui a eu un tout à fait, Oscar. a eu un Oscar du meilleur documentaire et donc disponible sur Netflix. Et je vais Il le voir ce raconte, week-end d'ailleurs. Ah, et bah tu nous raconteras. Bah non, mais En off. tu nous as dit, ouais, il faut absolument le voir. Donc, je vais aller Je vous voir le conseille parce qu'il y a une jolie manière de raconter cette espèce de relation qui se noue entre le plongeur et une pieuvre. Voilà, sur ce, on se dit, sur ce, on se dit à dans 2 semaines. Et puis, à la prochaine. bise. Ouais, Salut. merci encore.